Et tout ça m'amène à un sujet autour duquel j'ai tourné tout au long de cet épisode, et c'est la pensée négative. La pensée négative, c'est l'idée que vous allez anticiper l'échec. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on nous vend avant tout la pensée positive. En tout cas, dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu du business, dans le milieu du succès, dans le milieu du développement personnel, il faut toujours penser positif. Mais comme j'ai essayé de vous le montrer tout au long de cet épisode, il peut y avoir des risques, et moi-même je les ai vécus, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, à penser de façon trop positive. Et donc dans cette section, je voudrais vous donner 3 exercices précis, concrets, que vous pouvez utiliser pour appliquer ce concept de pensée négative. Le premier, c'est le concept du pré-mortem. Donc le pré-mortem, c'est un post-mortem, mais avant l'action en question. Donc un post-mortem, évidemment, c'est quand vous avez fait une action, un projet, et a posteriori, vous allez décomposer ce qui s'est passé et ce qui s'est moins bien passé. Un pré-mortem, c'est la même chose, sauf que vous allez le faire avant même le départ du projet. En d'autres termes, quand vous lancez un nouveau projet, vous allez vous demander dans quelles circonstances et sous quelles conditions est-ce que ce projet pourrait échouer. C'est un concept qui est cher aux stoïques. Personnellement, j'ai beaucoup lu Sénèque, et Sénèque vous parle de comment se préparer émotionnellement à des circonstances négatives dans votre vie. Donc, comment se préparer émotionnellement, par exemple, à la pauvreté, à la mort de vos proches, et il vous conseille de visualiser les situations négatives futures afin de vous y préparer. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans le stoïcisme dans cet épisode parce qu'il est déjà suffisamment long, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai 2 ressources à vous conseiller. La première, c'est l'épisode numéro 30 du podcast Nomade Digital. Donc si vous tapez Nomade Digital, épisode 30 ou Nomade Digital et stoïcisme, vous trouverez l'épisode en question qui porte entièrement sur le stoïcisme que j'ai co-enregistré avec Paul. Et la deuxième ressource, c'est mon intervention chez Antoine Blanche-Maison, qui est pour le coup une vidéo un peu plus courte, qui permet de poser les bases du stoïcisme. Vous pouvez taper Antoine Blanche-Maison, stoïcisme, Stan Leloup, et vous devrez trouver ça sur YouTube. Second exercice pour pratiquer la pensée négative, c'est la pratique d'expliciter vos hypothèses. Je vous ai parlé tout à l'heure du départ de Marketing Mania. Et au départ de Marketing Mania, j'avais certaines hypothèses qui étaient que j'allais pouvoir rapidement gagner des clients car ils avaient des besoins, ils étaient faciles à identifier et parce que la prospection marchait bien. Une hypothèse qui avait mal été explicitée et en tout cas qui a été rapidement falsifiée a été l'idée que on allait pouvoir rapidement gagner des clients. Et la raison pour laquelle cette hypothèse a été falsifiée, c'est parce que, évidemment, les grosses boîtes prennent longtemps à décider. C'est un point mort, encore une fois, qui peut sembler évident si vous êtes un peu dans ce milieu-là, mais qui pour moi ne l'était pas, parce que j'avais passé beaucoup de temps à faire du B2C et à travailler avec d'autres entrepreneurs, et je n'imaginais pas qu'une boîte qui a quelques centaines d'employés peut facilement mettre 2 mois à prendre la décision sur un projet. Et si j'avais été plus diligent, plus précis pour mettre de façon explicite ces hypothèses sur le papier, si j'avais écrit sur le papier hypothèse, on peut avoir un cycle d'achat entre le moment où je parle au client et le moment où on fait la vente de moins de 3 semaines. Et si j'avais essayé de valider cette hypothèse, ça aurait été assez facile. Il aurait suffi d'aller parler à quelqu'un en agence et de dire, en moyenne, combien de temps est-ce que les gens prennent pour prendre une décision de travailler avec toi? Les gens m'auraient dit, en moyenne, ça prend 2 mois et demi de cycle d'aller-retour, d'appel, etc. Et si cette hypothèse avait été explicite, il aurait été facile de la tester. Et donc, quand vous faites un projet, essayez d'expliciter les différentes hypothèses, les différentes conditions que vous avez besoin pour avoir un succès sur ce projet. 3e point de la pensée négative, c'est de prédécider un point de sortie. C'est-à-dire que quand vous êtes un investisseur, et c'est l'erreur qu'a commis Jim Paul dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, un investisseur qui est discipliné, il va choisir à l'avance à quel point est-ce qu'il va sortir du marché. Donc, il va dire, j'entre dans le marché à $59 par action. Si on descend en dessous de $55, je sors quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il a protégé son risque de perte. Au pire du pire, il va perdre $4 par action achetée. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que même si vous êtes un investisseur, a priori, vous êtes rationnel, les gens qui sont expérimentés, les gens qui ont passé du temps dans les marchés, vous expliqueront que au moment où votre position commence à tourner de l'œil, au moment où votre action commence à baisser, il est facile de s'accrocher, il est facile de se dire
Non, ça va remonter, j'ai raison, c'est qu'une question de temps. Il est facile de prendre des pertes très élevées parce que vous n'avez pas été capable de reconnaître que vous aviez tort. Et il est plus facile de prendre ces décisions à l'avance parce que les émotions ne sont pas encore fortement excitées à ce moment-là. Si on prend l'exemple de notre fameuse Emily Gould, une façon dont on aurait pu calculer son point de sortie serait de calculer une marge de sécurité. C'est une pratique qui est fréquente chez les entrepreneurs, chez les artistes, c'est de se dire à tout moment, j'ai besoin d'avoir, mettons, 1 an de dépenses dans la banque. Et si je tombe en dessous du niveau où j'ai moins de 1 an de dépenses d'avance, eh bien, c'est alerte rouge. Eh bien, ça veut dire que là, il y a un danger. Il faut que je prenne un boulot maintenant, ou que je me retombe sur quelque chose, que je fasse de l'argent, que je résolve cette situation. Mais comme elle n'avait pas établi cette marge de sécurité, eh bien, elle a vu, mois après mois, son compte en banque baisser un petit peu, et un petit peu plus, et un petit peu plus. C'est un peu comme l'histoire de la grenouille que vous mettez dans l'eau, et si vous la jetez directement dans l'eau bouillante, elle va sauter de l'eau, elle va sortir directement. Mais si vous la mettez dans l'eau tiède et que vous mettez de plus en plus de température, eh bien, elle va se faire bouillir vivante. Si vous perdez au fur et à mesure de l'argent, eh bien, il est facile de se convaincre que les choses vont à tout moment changer. Alors que si vous avez à l'avance décidé d'un point de sortie, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de vous y tenir. Le dernier exemple sur l'idée des points de sortie vient de l'alpinisme. Il vient d'un bouquin qui s'appelle Into Thin Air de Jon Krakauer. Et ce livre est une histoire vraie qui raconte l'expérience personnelle de Krakauer qui va escalader l'Everest lors d'une expédition en été 1996. Et la caractéristique qui est intéressante ici, c'est le concept de l'heure de demi-tour. Donc, quand vous faites une expédition comme celle-ci, vous allez prendre plusieurs semaines essentiellement pour aller au sommet. Et vous allez avoir un jour où vous allez être au camp numéro 4, donc le camp qui est le plus proche du sommet, et vous allez vous lever très tôt le matin et faire le dernier push vers le sommet pour arriver au sommet. Le problème, c'est que plus vous êtes élevé sur la montagne, plus c'est dangereux. Et donc, quand vous faites cette dernière journée pour aller vers le sommet, vous allez mettre en place une heure de demi-tour. Et dans cette expédition, sur l'Everest, en 96, on avait fixé une heure de demi-tour à 14 heures. Ce qui veut dire qu'on va tous monter. À 14 heures, si vous n'êtes pas encore arrivé au sommet, quoi qu'il arrive, vous faites demi-tour. L'idée étant que si vous continuez à avancer après 14 heures, il y a des risques que vous soyez sur le sommet trop longtemps, il y a des risques que vous commenciez à manquer d'oxygène ou que vous soyez coincé par une tempête. Et normalement, ce concept d'heure de demi-tour est très strictement appliqué par les guides qui accompagnent l'expédition. Et en l'occurrence, je vais me concentrer sur le personnage qui s'appelle Doug Hansen. Donc, encore une fois, c'est une vraie personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit personnage. Sur un monsieur qui s'appelle Doug Hansen. Et Doug, il avait un problème. C'est qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il a été postier. Il avait économisé pendant plusieurs années pour se payer l'Everest. Il avait été à l'Everest en 95. Il avait presque été au sommet. Et là, non. C'était l'heure de demi-tour. Il avait dû redescendre sans arriver au sommet. Et donc, il était postier et l'Everest, ça coûte quand même $60,000 pour faire cette expédition. Donc, l'an suivant, il revient, il fait des économies, il revient, il remet $60,000 sur la table pour monter. Et rebelote encore une fois. On arrive à l'heure de demi-tour, on arrive à 14 heures et il n'est pas encore arrivé en haut. Et à ce moment-là, il a passé plus de 1 an à être obsédé par cette idée d'arriver au sommet de l'Everest. Et donc, il convainc son guide d'ignorer l'heure de demi-tour. Il convainc son guide dans l'émotion du moment, de revenir sur la décision qui avait été prise à froid, de dire à 14 heures, quoi qu'il arrive, on fait demi-tour. Et ils vont continuer, ils vont arriver au sommet, mais ils vont arriver au sommet beaucoup trop tard. Et ils vont finir par tous les deux mourir sur l'Everest ce jour-là, parce qu'ils ont été aveuglés par la proximité du sommet, ils ont été aveuglés par les émotions du moment, et ils n'ont pas suivi leur décision de faire demi-tour. J'ajoute une petite note ici, qui est que si cette histoire vous intéresse, le livre s'appelle Into Thin Air de Jon Krakauer. Il est excellent, il a été traduit, il me semble, en français, et il a été adapté récemment en film, ou en tout cas cette histoire de cette expédition a été adaptée en film, et le film s'appelle Everest. Il est très bon, très anxiogène, terrifiant, mais c'est une belle étude de nature humaine. Et en parlant d'être coincé par une tempête en haut de l'Everest, vous pouvez entendre derrière moi
du tonnerre et des trompes de pluie. Je m'excuse de la dégradation de la qualité de cet enregistrement. Je suis actuellement au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, et on est en septembre. Et le septembre au Vietnam, ça veut dire saison des pluies. Et donc, je suis en train de regarder des éclairs, du vent, des trompes d'eau qui tombent derrière ma fenêtre, que vous allez sans doute vous-même entendre sur l'enregistrement. Et je m'en excuse, mais on va rapidement terminer cet épisode ensemble maintenant. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.